Si tu as déjà eu une idée d'application en tête, tu t'es souvent demandé mais par quoi je commence? Est-ce que je dois faire un cahier des charges? Est-ce que je dois faire des maquettes? Je sais pas par où commencer. Et bien dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Aujourd'hui, je vais pas te parler de Bubble en particulier avec ses workflows, ses custom sites. Je vais te parler de toutes les étapes qu'il y a en amont et qui vont te permettre de concrétiser beaucoup plus facilement ton idée en application fonctionnelle. Et ça, même si tu débutes, tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Allez, t'es prêt, c'est parti. Alors ce qui est hyper important quand on crée une application, c'est d'avoir une vision long terme de ce qu'on souhaite créer. L'objectif, c'est de pouvoir anticiper ce que l'on va mettre dans l'application, que ce soit d'un point de vue technique, mais également stratégique. Donc si tu as une idée en tête, commence par déjà faire une liste de toutes les fonctionnalités que tu aimerais dans ton produit idéal. Mets tout ce que tu veux, même les idées les plus avancées, voire farfelues. L'idée, c'est de poser les bases de ton projet avec un cahier des charges. Demande-toi, qu'est-ce que mon application doit accomplir? Qu'est-ce que je veux apporter comme valeur à mes futurs clients? Et réfléchis également à la vision long terme. Qu'est-ce que tu vas faire si ton app devient populaire? Quelles fonctionnalités vas-tu devoir ajouter pour pouvoir maintenir son intérêt auprès de tes utilisateurs? En fait, le cahier des charges, il te permet de clarifier les objectifs et les besoins fonctionnels de ton app. Pas besoin d'un document hyper complexe, l'idée c'est d'avoir un guide, un cadre pour savoir où tu vas. Pense aussi à ton public cible. Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que tu t'adresses à des entreprises? Est-ce que c'est plutôt du B2C, des particuliers? En fonction des personnes que tu vises, tu vas pas forcément mettre les mêmes fonctionnalités, ou en tout cas tu vas pas les prioriser de la même manière. Plus tu seras précis, plus ce sera facile pour la suite. Donc l'objectif à cette étape, c'est d'avoir une liste très exhaustive de tout ce que tu souhaites mettre dans ton application. Attention, j'ai bien dit que c'était une liste exhaustive, ça veut pas dire que ce sera les fonctionnalités qu'il va y avoir dans la première version de ton produit. L'objectif, c'est simplement d'avoir la vision idéale de ton app. Alors une fois ta vision long terme établie, il est temps de te concentrer sur le MVP, Minimum Viable Product, ou également MLP, Minimum Lovable Product, c'est-à-dire le produit minimum, celui qui apporte les fonctionnalités essentielles pour la valeur ajoutée que tu souhaites proposer à tes futurs utilisateurs. Donc le but, bien évidemment, c'est pas de tout construire d'un coup, rapport au cahier des charges hyper exhaustif dont j'ai parlé en première partie. L'objectif, c'est simplement d'avoir une première version qui va répondre à un besoin spécifique de ta cible. Alors pour se concentrer sur le MVP, moi ce que j'aime bien faire, c'est me concentrer sur les MVF, les Minimum Viable Features. Comme je viens de le dire, ce sont les fonctionnalités sans lesquelles l'application elle peut pas exister. On va prendre l'exemple de ma dernière vidéo avec Spotify. Spotify, la fonctionnalité essentielle, c'est pouvoir écouter des musiques et parcourir les différents titres qu'il y a sur la plateforme. Si tu peux pas faire ça en tant qu'utilisateur, Spotify, enfin en tout cas l'application, ne sert à rien. Ça, ce sont les MVF. Tu vois, il n'y a pas de truc d'IA qui te propose des titres personnalisés avec des partages de playlists. Non, non. La base, c'est pouvoir écouter des musiques et pouvoir parcourir des musiques. Donc je le répète, les MVF, tu peux les identifier par rapport à la valeur ajoutée que va apporter ton application, par rapport à son USP, Unique Selling Proposition. Que veut proposer ton app? C'est-à-dire en fait son élément différenciant sur le marché. Et d'ailleurs, tes Minimum Viable Features, ce sont les fonctionnalités qui vont, en d'autres termes, apporter le plus de valeur immédiatement lorsque ton app va sortir. L'erreur que font toutes les personnes qui créent pour la première fois une app, et même d'ailleurs après, les plus expérimentés, c'est de vouloir trop en mettre, de se perdre dans un nuage de fonctionnalités qui vont te faire perdre de vue finalement la valeur ajoutée essentielle que tu veux apporter. Donc si tu as bien compris cette deuxième étape, là tu commences à te douter qu'il va falloir faire un énorme tri dans le cahier des charges que je t'ai cité en première partie. Mais ça tombe bien parce que je vais t'expliquer en troisième étape ce que tu vas devoir faire pour faire ce fameux tri. Alors pour chaque MVF que tu as identifié en deuxième étape, moi ce que je fais généralement c'est que je rédige mes User Stories. Alors qu'est-ce qu'une User Story? En fait une User Story c'est une phrase qui va, en se mettant à la place de ton futur utilisateur, décrire ce que ce dernier peut faire. Une User Story, ça commence toujours par « en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir » et là tu décris l'action de l'utilisateur. Attention, c'est pas une fonctionnalité, c'est une action. Par exemple, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me créer un compte avec un email et un mot de passe. Ça, c'est une user story. L'idée, c'est que toutes les MVF que tu as définies en deuxième étape, tu vas pouvoir les prendre et rédiger pour chaque MVF toutes les user stories qui y sont associées. Donc, par exemple, sur Spotify, je veux pouvoir écouter de la musique. Donc, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur un titre afin que ça affiche un lecteur dans lequel je vais pouvoir écouter cette musique. Je veux pouvoir, en tant qu'utilisateur, mettre en pause ma musique. Je veux pouvoir, en tant qu'utilisateur, rechercher une musique par son titre.
etc. Et l'idée de cette troisième étape, ça va être d'avoir une liste de user stories que tu vas pouvoir regrouper en catégories, en blocs de fonctionnalités. Donc il y a généralement tout ce qu'on appelle l'authentification, donc tout ce qui est connexion, création de compte, et puis après tu as des blocs, alors là ça dépendra totalement de ton application, par exemple pour Spotify, encore une fois, ça pourrait être gestion des musiques, ça pourrait être également écoute des musiques, etc. Et tu vas avoir des blocs de fonctionnalités. Une fois que tu as regroupé ces user stories en blocs, l'idée maintenant ça va être de les prioriser. Moi ce que j'aime bien faire, c'est donner une notation de 1 à 5 en face de chaque user story. 1 étant une fonctionnalité, en tout cas une user story extrêmement prioritaire, 5 étant une user story qui ne l'est pas vraiment. Ça va te permettre derrière de pouvoir organiser ton backlog de fonctionnalités, c'est-à-dire la liste des choses que tu vas devoir développer dans ton application. Lorsque tu vas faire cette fameuse notation de priorité, pense toujours au ROI. Est-ce que cette action utilisateur, cette fonctionnalité auquel elle est rattachée, va vraiment apporter de la valeur ajoutée? Est-ce que ça peut permettre à mes futurs utilisateurs de les convertir en users réguliers ou, encore mieux, en clients? Si ce n'est pas vraiment le cas, ou si ce n'est pas du tout le cas, mais une notation assez élevée, dépriorise cette fonctionnalité, en tout cas cette user story, parce qu'en fait, c'est pas forcément très utile de t'encombrer avec ça au tout début. Alors pour résumer, on a fait un cahier des charges, on a identifié nos MVF, on a défini nos user stories qu'on a regroupés en blocs et par ordre de priorité de développement. Maintenant, ce qu'il faut pour gagner encore un peu de temps sur le développement, parce qu'on n'y est pas encore, eh bien, c'est réaliser des maquettes des différents écrans de ton application. Alors quand je parle d'écran, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Un écran, c'est une interface que ton utilisateur va avoir. Par exemple, une page de login, c'est un écran. Une page de sign-in, c'est un autre écran, parce qu'il y a différents éléments qui vont venir s'ajouter. Un dashboard est un écran, une pop-up de création de, je sais pas, dans un CRM d'un nouveau contact, c'est un nouvel écran. Donc l'idée à ce stade, c'est de faire des wireframes. Des wireframes, c'est quoi? C'est des maquettes très simples sur lesquelles on ne s'embête pas du design. Wireframes en anglais, ça veut dire fil de fer. Et c'est simplement de pouvoir visualiser le positionnement des éléments de ton application au sein de chaque écran. Cet exercice, ça va permettre de réfléchir à l'UX, l'expérience utilisateur de ton app. Est-ce que le bouton, je le mets en bas à gauche, en bas à droite, en haut? Est-ce que lorsque je clique sur un bouton pour reprendre l'exemple du CRM, pour créer un nouveau contact, est-ce qu'il y a une pop-up qui s'affiche? Est-ce que c'est une nouvelle page qui se charge? Tout ça, c'est une réflexion qu'il faut que tu fasses en amont du développement parce que ça se prévoit. Ça, une fois que tu l'as prévu, ça va te faire gagner énormément de temps quand tu vas devoir développer parce que tu n'auras plus à t'encombrer avec ce type de réflexion. Un wireframe, en fait, c'est un peu comme le plan d'une maison. Tu peux voir les différentes pièces, comment elles sont positionnées, et pour autant, tu n'as pas encore choisi ta déco. Bah, pour une app, c'est pareil. Alors pour faire mes wireframes, j'utilise principalement deux outils, ça dépend des fois. J'utilise soit Balsamiq, je te mettrai le lien dans la description, soit j'utilise Figma, qui permet également de faire des maquettes, vraiment du design bien plus poussé. Donc moi, c'est ce que j'aime bien utiliser, que ce soit avec mes clients ou pour mes applications perso. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut enfin passer au développement ou en tout cas à travailler dans Bubble. Et ça c'est une bonne chose. Mais tu vois, il y a eu pas mal d'étapes avant et tu vois, ça c'est une erreur que font tous les débutants. Ils se précipitent tout de suite sur Bubble pour essayer de créer leur application. Et comme tu as pu le voir, il y a quand même pas mal d'étapes avant de commencer vraiment le développement. Ça se prépare un développement, ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Donc maintenant que tu as fait tes user stories, ta priorisation, tes wireframes, en fait, on va pas encore vraiment développer. Là, l'idée dans Bubble, ça va être de designer ta base de données. Et ça, c'est un point crucial dans tout développement d'application. Une base de données qui a été designée sur des bases saines, ça assure une scalabilité de l'application, ça assure également des mises à jour qui se passent sans encombre, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités sans devoir tout casser derrière et tout refaire, et également, on va pouvoir sécuriser notre application. Puisqu'une base de données qui a été bien configurée, on va pouvoir, par exemple dans Bubble, ajouter des privacy rules beaucoup plus facilement pour protéger les données de nos utilisateurs et de notre app en général. Donc une base de données, ça se fait pas n'importe comment. Il y a plein de bonnes pratiques, c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, ici, je vais te décrire moi comment je fais, quel est mon processus pour designer une belle base de données selon un schéma logique. On l'a dit, à ce stade, normalement, tu dois avoir tes user stories, tes wireframes et du coup, tu dois avoir bien en tête le parcours utilisateur au sein de ton app. L'utilisateur lambda, lorsqu'il se connecte et qu'il arrive sur la page principale de ton app, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour utiliser les fonctionnalités principales? Eh bien moi je pars de là. Je me mets à la place d'un utilisateur, je reprends mes user stories et je les décris dans un ordre logique. Et à chaque fois que je me dis, tiens là, je devrais pouvoir créer un data type, eh bien je me le note.
Dans un premier temps, quand je design ma base de données, je liste d'abord tous les data types dont je vais avoir besoin, tous les option sets, et une fois que c'est fait, je reviens sur mes data types et je remplis les fields de ces derniers. On va prendre un exemple pour Spotify, restons toujours sur le même exemple. Je prends Spotify, je suis un utilisateur, je me crée un compte. Donc on va avoir un data type user. J'arrive sur une page où il y a toutes les musiques qui vont être affichées, toutes les musiques de l'application. Donc une musique, il va me falloir un data type musique. Ces musiques, elles peuvent avoir un auteur. Donc il va me falloir un data type auteur, artiste. Mais attention, ces musiques, elles sont aussi regroupées dans des albums. Et ces albums, en fait, ils sont créés par des artistes. Donc si je réfléchis un petit peu, souvent moi je prends un papier, un crayon, ça m'aide. Je me dis, du coup, je vais avoir un data type artiste, au sein duquel il va y avoir un data type album, une liste d'albums, et au sein de ces albums, il va y avoir des listes de musique. Donc déjà, on a 4 data types qui se créent. Je sais aussi que dans Spotify, alors moi je ne l'ai pas fait dans le clone, parce que j'ai pas eu le temps lors de ma dernière vidéo, mais il y a également des playlists qui contiennent des musiques. Donc on va avoir un data type playlist qui va contenir des listes de data type musique. Ok, puis après ces musiques, elles ont des genres, jazz, hip-hop, etc. Ça, c'est une donnée qui est immuable dans Bubble. Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouveaux titres, de nouveaux genres sur musique. Donc je vais créer un option set, type de musique, et je vais mettre jazz, rock, électro, etc. Et vous voyez, on fait comme ça à la base de données, on part du parcours utilisateur, on décrit les actions et on remplit nos data types, nos option sets et les fields associés. Et en faisant ça, vous allez avoir une base de données qui va être logique, ça va également vous faire travailler sur le parcours utilisateur, l'UX, et ça va vous aider énormément dans le développement par la suite. Une fois que c'est fait, tu peux enfin attaquer le développement en suivant le backlog que tu t'es créé à l'étape 3, en réalisant tes fameuses MVF et tes fameuses user stories que tu as normalement priorisées. Ce qui va te donner un cadre et une roadmap pour pouvoir développer ton application sereinement. Une fois que toute la technique est terminée, alors j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais moi quand je développe une application, généralement j'applique un design que je trouve sur Dribbble, Behance ou dans des UI kits qui sont disponibles sur internet. Donc un design un petit peu lambda, qui soit pas trop moche, comme ça c'est agréable de travailler sur quelque chose qui est pas trop moche. Et je me prends toujours un temps à la fin pour préciser ma DA, ma direction artistique, le code couleur de mon application et modifier un petit peu tout ça. Chose très importante quand tu développes, utilise les styles de Bubble, parce que si tu n'utilises pas de style, lorsque tu vas revenir à cette fameuse dernière étape pour affiner ton design, tu vas devoir modifier tous les éléments un par un. Et ça, c'est une très mauvaise pratique. Lorsque tu développes, tu appliques des styles sur tous tes éléments, que ce soit des boutons, des drop-downs, des inputs, des groupes éventuellement, des cards, des pop-up. Tu appliques des styles pour ensuite n'avoir qu'à modifier très simplement toute l'apparence de ton application. Avant de vraiment lancer ton app, assure-toi de faire tester à des utilisateurs bêta qui sont au courant que c'est une toute première version qui n'est pas encore officielle. Ça va leur permettre d'essayer d'aller sonder de fond en comble ton app, de trouver les bugs, parce que il y en aura, même si tu développes très bien, il y a toujours quelques petits bugs. Ça permet de les résoudre avant un lancement officiel. D'ailleurs, en parlant de lancement, et ce sera le dernier conseil de cette vidéo, pense toujours à traquer ce que font les utilisateurs sur ton app. C'est hyper important pour comprendre leur fonctionnement, comment ils utilisent tes fonctionnalités, quelles fonctionnalités ils utilisent en priorité. Parce que rappelle-toi, dans les user stories, tu as priorisé, mais c'est pas pour ça que tu avais raison. Peut-être que tu as eu tort de prioriser de cette manière-là. Donc c'est toujours important de vérifier avec de la donnée ce que font tes utilisateurs. Pense dans ton design de base de données à ajouter certains fields de type number pour par exemple traquer le nombre d'utilisations d'une certaine feature. Et là c'est très simple, à chaque fois que quelqu'un clique sur cette feature, tu ajoutes 1 au compteur d'utilisation de la feature, ce qui te permet toi derrière d'avoir de la donnée qui est hyper pratique et inestimable pour pouvoir la faire évoluer et trouver ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire l'adéquation entre ta proposition de valeur et les besoins du marché. Autre petite astuce pour traquer ce que font tes utilisateurs, tu peux utiliser un outil d'analytics comme PostHog, je te mettrai le lien dans la description, qui est vraiment hyper pratique. Ça te permet d'enregistrer les sessions utilisateurs et ça te permet également de traquer ton SEO et le nombre de personnes qui viennent sur ton app. Enfin, pense également à faire des interviews avec tes premiers utilisateurs, parce que des retours par écrit c'est très bien, mais il y a quand même rien de mieux que quelqu'un qui t'explique en face à face ce qu'il pense de ton app. Il ne te restera plus qu'à analyser tous ces résultats et itérer et faire évoluer ton application en fonction de ces retours utilisateurs, tout en te concentrant toujours sur qu'est-ce qui apporte le plus de valeur
à mes utilisateurs. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour planifier ton application et la développer dans Bubble. Tu dois suivre chacune de ces étapes une par une pour pouvoir avoir un projet qui tient la route et ne pas partir sur une usine à gaz. Donc n'oublie pas, la clé c'est de bien planifier et d'écouter ses utilisateurs. Moi je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Bubble. Allez, ciao!